Une série de décrets militaires peut-elle modifier l'équilibre d'un système politique, ou ne s'agit-il que d'une étape normale dans la vie d'une armée? Depuis le 3 août 2026, cette question alimente de nombreux commentaires au Cameroun comme à l'étranger. Les promotions de plusieurs officiers supérieurs et la reconduction du commandement de la garde présidentielle ont rapidement suscité des analyses parfois très différentes, voire opposées. Pour certains observateurs, ces décisions traduiraient une volonté de renforcer la continuité des institutions dans un contexte particulier. Pour d'autres, elles ne seraient qu'un mouvement administratif classique, prévu par le fonctionnement normal des forces de défense. Alors, que disent réellement les textes officiels? Que peut-on affirmer avec certitude? Et surtout, où commencent les faits, et où commencent les interprétations? C'est précisément ce que nous allons décrypter aujourd'hui sur Camenews. Et vous allez voir que derrière des nominations qui peuvent sembler purement militaires, plusieurs questions institutionnelles continuent d'alimenter le débat. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Le 3 août 2026 marque une date importante dans l'actualité institutionnelle camerounaise. Plusieurs décrets présidentiels relatifs aux forces de défense ont été publiés, officialisant notamment la promotion de 5 colonels au grade de général de brigade. Parmi ces décisions figure également la reconduction du général de brigade Jean-Charles Raymond Beko Abondo à la tête de la garde présidentielle. Jusqu'ici, il s'agit de faits administratifs rendus publics. Les décrets constituent des actes officiels de l'État et s'inscrivent dans le cadre des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État en matière de nomination des responsables militaires. Mais ce n'est pas tout. Ces décisions interviennent dans un contexte qui, lui aussi, nourrit de nombreuses interrogations. Depuis plusieurs semaines, les commentaires se multiplient autour de l'absence prolongée du président Paul Biya du territoire national. Les autorités continuent d'assurer la continuité de l'État, tandis que plusieurs médias, analystes et observateurs débattent des implications politiques de cette situation. En revanche, les interprétations divergent largement, et il convient de distinguer ce qui relève des faits de ce qui relève des hypothèses. C'est précisément cette distinction qui devient essentielle. L'histoire politique du Cameroun montre que les nominations au sein des forces de défense attirent régulièrement l'attention des spécialistes. Dans de nombreux pays, les promotions militaires peuvent être analysées sous différents angles. Renouvellement des cadres, évolution des carrières, adaptation aux besoins opérationnels ou encore recherche d'un meilleur équilibre dans la chaîne de commandement. Le Cameroun ne fait pas exception à cette règle. Les 5 nouveaux généraux de brigade proviennent de composantes différentes des forces de défense. Certains sont issus de l'armée de terre, d'autres de la gendarmerie nationale, tandis que le commandement de la garde présidentielle demeure confié à un officier déjà en fonction. Plusieurs observateurs estiment que cette diversité pourrait traduire une volonté de maintenir un équilibre entre les différentes structures militaires. D'autres considèrent qu'il serait prématuré d'en tirer une conclusion politique. Et pourtant, un détail retient particulièrement l'attention. La reconduction du commandant de la garde présidentielle intervient en même temps que son accession au grade de général de brigade. Certains analystes rappellent que cette unité occupe une place stratégique dans l'architecture sécuritaire de l'État. Pour autant, les autorités n'ont pas présenté cette décision comme annonçant un changement institutionnel particulier. Les débats se poursuivent également autour de la composition des nouveaux promus. Certains commentateurs observent que plusieurs régions du pays sont représentées parmi ces nominations. Selon eux, cela pourrait illustrer une recherche d'équilibre au sein du haut commandement militaire. D'autres spécialistes invitent toutefois à la prudence, rappelant que les critères de promotion relèvent officiellement de considérations professionnelles et des besoins des forces armées. Autrement dit, plusieurs lectures coexistent. Un autre élément revient fréquemment dans les analyses: le souvenir de la tentative de coup d'État de 1984. De nombreux chercheurs estiment que cet épisode a durablement influencé l'organisation des forces de sécurité camerounaises. Depuis lors, plusieurs réformes ont été mises en œuvre afin de renforcer la stabilité des institutions et d'assurer un contrôle étroit des différents corps de défense. Toutefois, établir un lien direct entre cet héritage historique et les décrets du 3 août 2026 relèverait de l'interprétation plutôt que d'un fait officiellement confirmé. Mais une autre question commence à émerger. Pourquoi ces décisions interviennent-elles précisément maintenant? S'agit-il simplement du calendrier normal de gestion des carrières militaires? Répondent-elles à des impératifs opérationnels? Ou reflètent-elles une anticipation face à un contexte institutionnel jugé sensible par certains observateurs? À ce stade, aucune réponse officielle détaillée ne permet de trancher. C'est justement cette absence d'explication approfondie qui laisse la place à de nombreuses analyses parfois contradictoires. Entre communication institutionnelle, lecture stratégique et spéculation, la frontière devient parfois difficile à distinguer. Et dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi ces décrets donnent lieu à des interprétations aussi différentes, aussi bien au Cameroun qu'à l'international,
tout en examinant les arguments avancés par les différentes analyses, sans conclure au-delà de ce que permettent les faits établis. Partie 2. Les tensions et les différentes lectures. À partir des faits officiellement connus, les interprétations commencent à diverger. C'est souvent le cas lorsque des décisions importantes interviennent dans un contexte politique sensible et que la communication officielle reste limitée. Les mêmes décrets peuvent donner lieu à des lectures très différentes selon les observateurs. Une première lecture consiste à considérer ces nominations comme un processus normal de gestion des carrières militaires. Selon cette analyse, les promotions répondraient avant tout aux besoins de renouvellement dus au commandement, à l'expérience des officiers concernés et aux exigences opérationnelles des forces de défense. Dans cette perspective, il ne serait pas nécessaire d'y voir un message politique particulier. Mais ce n'est pas la seule analyse. D'autres spécialistes estiment que le calendrier de ces décisions mérite d'être observé avec attention. Ils soulignent que, dans de nombreux États, les réorganisations des appareils de sécurité peuvent aussi avoir une dimension institutionnelle, notamment lorsque le contexte politique est marqué par des interrogations sur la continuité de l'État. Cela ne signifie pas qu'une transition soit décidée. Cela signifie simplement que certains analystes jugent légitime d'étudier cette hypothèse. Parmi les éléments qui alimentent le débat figure la diversité des profils promus. Certains y voient une volonté de maintenir un équilibre entre les différentes composantes des forces armées et entre plusieurs régions du pays. D'autres rappellent qu'il est difficile de connaître les critères exacts ayant guidé ces choix, les autorités n'ayant pas communiqué publiquement sur leurs motivations détaillées. Et pourtant, une autre question revient régulièrement. Pourquoi maintenir le commandant de la garde présidentielle à son poste après sa promotion? Pour certains commentateurs, cette décision pourrait illustrer une recherche de continuité au sein d'une unité considérée comme stratégique. D'autres invitent cependant à ne pas tirer de conclusions hâtives, rappelant que chaque nomination relève d'une décision souveraine des autorités compétentes. À ce stade, une certitude s'impose. Le débat existe, mais il n'existe pas de confirmation officielle permettant de privilégier une seule interprétation. Les hypothèses demeurent des hypothèses. Avant d'aller plus loin, une question mérite donc d'être posée. Que peuvent réellement révéler ces nominations sur le fonctionnement des institutions sans dépasser le cadre des faits établis? Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Pour comprendre l'importance de ces décisions, il faut prendre du recul. Dans la plupart des États, les institutions sont conçues pour assurer la continuité de l'action publique, quelles que soient les circonstances. Les armées, les administrations et les services de sécurité poursuivent leur mission, indépendamment des débats politiques. C'est un principe largement reconnu dans le fonctionnement des États modernes. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'un contexte national suscite davantage de questions que de réponses, chaque nomination importante peut être interprétée de multiples façons. Certains observateurs estiment que ces promotions pourraient contribuer à renforcer la stabilité de la chaîne de commandement. D'autres considèrent qu'il s'agit simplement d'un ajustement interne sans portée politique particulière. Une autre hypothèse, évoquée par certains analystes, consiste à dire que ces mouvements pourraient viser à garantir la continuité des institutions si une évolution politique devait intervenir à l'avenir. Cette lecture est régulièrement avancée dans les débats publics. Toutefois, aucune autorité n'a confirmé qu'un tel scénario était à l'origine des décrets du 3 août 2026. Et c'est précisément là que commence le travail du journaliste. Informer ne consiste pas à choisir l'hypothèse la plus spectaculaire. Informer consiste à distinguer ce qui est établi de ce qui relève de l'analyse. Dans ce dossier, les faits sont connus, des promotions ont eu lieu et un commandement a été confirmé. En revanche, les intentions qui auraient motivé ces décisions ne sont pas officiellement détaillées. Cette nuance est essentielle. Elle rappelle que l'absence d'informations complètes laisse naturellement place aux interprétations. Certains y voient une stratégie de prudence institutionnelle, d'autres parlent simplement de continuité administrative. Entre ces deux positions, le débat reste ouvert. Mais un détail mérite encore l'attention. Au-delà des personnes concernées, ces décrets montrent combien les questions liées à la sécurité nationale occupent une place centrale dans la vie de l'État. Dans tous les pays, les forces de défense jouent un rôle essentiel dans la stabilité institutionnelle. Les nominations au sommet de la hiérarchie militaire sont donc toujours observées avec intérêt, parfois même avec inquiétude, selon le contexte. C'est pourquoi il est préférable de continuer à suivre les faits au fil des annonces officielles plutôt que de transformer des hypothèses en certitudes. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il existe une règle presque universelle en politique. Lorsque les informations officielles sont rares, les interprétations deviennent nombreuses. Le silence, parfois, finit par produire plus de commentaires qu'un long discours. Chacun tente alors de compléter les pièces du puzzle avec les éléments dont il dispose. Certains imaginent une stratégie complexe. D'autres pensent qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Entre les deux,
le citoyen essaie simplement de comprendre. Mais ce n'est pas tout. Dans beaucoup de systèmes politiques, la communication fonctionne selon une logique particulière. On publie une décision, mais on explique très peu le raisonnement qui l'accompagne. Ce vide est ensuite rempli par les analyses, les réseaux sociaux, les éditorialistes et parfois les rumeurs. C'est un peu comme assister à une partie d'échecs où seules quelques pièces seraient visibles. Les spectateurs observent un déplacement et cherchent immédiatement à deviner toute la stratégie. Certains voient une attaque, d'autres une simple défense. Et chacun construit son scénario. Cette situation rappelle une réalité bien connue. Lorsqu'une institution communique peu, ce sont souvent les spéculations qui occupent l'espace public. Plus les réponses tardent, plus les questions se multiplient. Pour autant, la prudence reste indispensable. Le rôle du journaliste n'est pas d'amplifier les rumeurs, mais d'expliquer pourquoi elles apparaissent et de rappeler que tout ne repose pas sur des éléments vérifiés. C'est parfois moins spectaculaire, mais c'est ce qui permet au public de se forger sa propre opinion. Au fond, ces décrets nous parlent peut-être autant de la manière dont fonctionne la communication publique que des nominations elles-mêmes. Ils rappellent qu'une information incomplète ouvre naturellement la porte à des lectures concurrentes. Et c'est peut-être là la principale leçon de cette séquence. Dans un contexte sensible, la transparence reste souvent le meilleur moyen de réduire les spéculations. Conclusion. Au terme de ce décryptage, une chose apparaît clairement. Les décrets militaires du 3 août 2026 constituent un événement institutionnel important. Les promotions et nominations qu'ils contiennent sont des faits officiels. En revanche, les intentions politiques qui pourraient leur être attribuées continuent d'alimenter des analyses diverses, sans confirmation officielle permettant de trancher. S'agit-il d'une simple réorganisation due au commandement, d'un renforcement de la continuité institutionnelle, ou d'une décision qui prendra tout son sens dans les semaines ou les mois à venir? À ce stade, aucune de ces hypothèses ne peut être présentée comme une certitude. Chez Kamenius, nous continuerons à suivre ce dossier avec rigueur, en distinguant toujours les faits vérifiés des interprétations, afin de vous permettre de vous faire votre propre opinion. Et vous, quel regard portez-vous sur ces nominations? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un simple renouvellement du commandement militaire, ou estimez-vous qu'elles pourraient avoir une portée institutionnelle plus large?